Philippe Candeloro, icône du patinage artistique français, a toujours su captiver le public. Avec son charisme presque insolent, son énergie scénique reconnaissable entre mille et sa capacité rare à transformer chaque programme en spectacle vivant, il s'était construit une image d'homme fort, indestructible, presque invincible. Pourtant, derrière les sourires, les interviews enjouées et cette décontraction apparente, une fissure minuscule, invisible aux yeux du monde, était en train de se former. Une fissure qui, au fil du temps, allait menacer tout ce qu'il avait construit. Sa carrière, son équilibre et surtout sa vie personnelle. Lorsque l'on évoquait Philippe Candeloro en France, les réactions étaient presque unanimes. Admiration, nostalgie, respect. Ses performances théâtrales, ses personnages excentriques, sa fougue, sa façon unique d'habiter la glace avaient fait de lui un champion comme on n'en voit qu'une fois par génération. Puis, après le sport, il y avait eu la carrière de commentateur, de figure médiatique, bref, une réussite totale. Mais ce que le public ne voyait pas, c'était le poids que cette réussite faisait peser sur lui. Comme beaucoup d'athlètes passés par la haute performance, Philippe avait dû apprendre à vivre avec un vide étrange. Celui qui apparaît lorsque les projecteurs se détournent, lorsque les entraînements s'arrêtent, lorsque les journées ne sont plus rythmées par la quête de la perfection. Il le cachait bien sûr, trop bien, même ses proches, parfois, ne percevaient pas l'ampleur de ce malaise intérieur. Il continuait à travailler, à apparaître à la télévision, à participer à des événements sportifs, mais une fatigue émotionnelle, discrète mais tenace, commençait à se glisser dans ses pensées. Et cette fatigue, comme souvent, ouvrait la porte à un autre sentiment, la vulnérabilité. Depuis des années, Philippe vivait un mariage que beaucoup considéraient comme solide. Aux yeux du public, c'était même l'exemple du couple soudé, survivant aux épreuves de la vie médiatique, éduquant leurs enfants avec stabilité et affection. Mais la réalité, comme toujours, était plus nuancée. Les absences répétées, les tournages, les galas, les voyages professionnels, tout cela finissait par créer une distance que ni l'un ni l'autre ne voulait vraiment admettre. On croit souvent que l'amour suffit à combler l'éloignement, mais la vérité est la plus cruelle. Même les couples les plus solides peuvent se fissurer lorsque le quotidien n'est plus partagé. Au fil des ans, certains échanges entre eux avaient perdu en chaleur. Des phrases rapides remplaçaient les conversations profondes d'autrefois. Les repas en famille ressemblèrent davantage à des escales qu'à des rendez-vous. Chacun aimait l'autre, oui, mais chacun vivait aussi dans sa propre bulle. Philippe, avec son énergie, son humour et sa générosité, pensait souvent que tout allait bien. Mais il avait sous-estimé un détail essentiel. La solitude silencieuse que son épouse accumulait, jour après jour, sans jamais oser lui dire franchement ce qu'elle ressentait. C'est dans cette fragilité que tout va bientôt s'enclencher. Tout commence toujours par un détail anodin, presque insignifiant. Un jour, Philippe remarque que son épouse sourit différemment à son téléphone. Ce n'est pas un sourire éclatant, juste un discret mouvement des lèvres, un éclat dans les yeux. Il ne dit rien, évidemment, pourquoi le ferait-il? Après tout, tout le monde sourit à un message. Mais le soir venu, alors que la maison dort enfin, Philippe repense à ce sourire. Et c'est là que naît le premier doute. Une petite graine, minuscule, presque ridicule, mais une graine qui, comme toutes les graines, finira par grandir. Le lendemain, il remarque que son épouse est plus nerveuse que d'habitude. Elle sursaute quand il entre dans la pièce, elle range son téléphone trop vite, elle s'éclipse pour répondre à un appel. Rien de vraiment alarmant, mais Philippe, d'habitude si confiant, commence à ressentir une impression étrange, quelque chose lui échappe. La semaine suivante, il constate que sa femme sort davantage. Un café avec une amie, un dîner professionnel, une réunion imprévue. Rien qui ne puisse être justifié, rien qui puisse être accusateur. Pourtant, Philippe observe, silencieux, et son cœur commence à se serrer. Car il sait. Il ne sait pas quoi, mais il sait que quelque chose change. Il ne cherchait pas à espionner. Candeloro n'était pas un homme jaloux ni paranoïaque, mais cette intuition qui l'habite devient de plus en plus lourde, étouffante. Il s'efforce de l'ignorer, mais chaque nouveau détail, chaque nouveau signe, chaque absence imprévue s'ajoute à la première impression. Un soir, alors qu'il rentre plus tôt que prévu d'un déplacement, il entend son épouse parler au téléphone dans la cuisine. Le ton est doux, presque tendre, trop tendre. Il hésite avant d'entrer, puis décide de faire demi-tour. Il ne veut pas la surprendre. Il ne veut pas devenir ce mari qui espionne derrière les portes. Mais il n'arrive plus à oublier ce qu'il a entendu. Le regard qu'elle lui adresse quelques minutes plus tard le confirme. Elle ne s'attendait pas à le voir si tôt. Et ce regard, Philippe ne parvient pas à l'effacer de sa mémoire. Ce soir-là, il dort mal, très mal. Toutes les questions qu'il n'a jamais voulu se poser commencent à envahir son esprit. Est-il en train de perdre la femme qu'il aime? Fait-elle une erreur passagère? Ou s'agit-il de quelque chose de bien plus profond? Il n'a pas encore la réponse. Il n'a que la douleur. Puis arrive le moment qui va tout faire basculer. Un nom, un simple nom, celui d'un homme auquel Philippe n'aurait jamais pensé. Pas un rival, pas un collègue, pas quelqu'un du cercle médiatique, non. Un homme tellement improbable qu'il aurait presque pu en rire, si ce nom ne revenait pas si souvent dans les discussions de son épouse.
Il le remarque d'abord dans une conversation banale, puis dans une autre, puis encore dans un troisième contexte. À chaque fois, elle mentionne cet homme avec une sorte d'attention particulière, un naturel trop parfait pour être vrai. Et soudain, Philippe prend conscience qu'il est en train de connecter les points. L'homme en question n'avait rien d'un séducteur, rien d'un danger, rien d'un rival à première vue. Et c'est précisément cela qui rend la situation si douloureusement incompréhensible. Pourquoi lui? Pourquoi cet homme? Pourquoi maintenant? Le choc est brutal. Philippe comprend, au fond de lui, qu'il n'est plus seulement dans le doute. Il est au seuil d'une vérité qu'il ne voulait pas affronter. Lorsque la réalité commence à prendre forme, même sans preuve tangible, l'esprit humain traverse des tourments difficiles à décrire. Philippe, habituellement si sûr de lui, si solide face aux défis, se retrouve envahi d'un mélange de colère, de tristesse et de profond désarroi. Il se pose 1000 questions. Où a-t-il échoué? N'a-t-il pas été suffisamment attentif? A-t-il trop donné au travail? Pas assez à la maison? Aurait-il dû percevoir les signaux avant? Le pire, c'est qu'il continue à aimer sa femme. Cet amour, d'une fidélité presque naïve, le dévore encore plus. Comment concilier l'amour et la suspicion? Comment respirer lorsque chaque geste, chaque silence, chaque absence devient une douleur? Pour la première fois depuis longtemps, Philippe Candeloro se sent seul, terriblement seul, pris au piège dans sa propre vie, dans son propre foyer. Et il ne sait pas encore que ce n'est que le début. Les jours suivants vont sceller le destin du couple. Les tensions grandissent, les non-dits s'accumulent, les communications deviennent froides, mécaniques. On se parle sans se regarder, on s'écoute sans vraiment entendre, on se croise plutôt qu'on ne se retrouve. Philippe sent que la vérité approche. Elle plane au-dessus d'eux comme un orage prêt à éclater. Il craint le moment où tout sera révélé, pourtant il en a besoin. Il ne peut plus vivre dans ce flou douloureux. Un soir, alors que sa femme s'apprête à sortir une nouvelle fois pour un rendez-vous professionnel, il lui pose une question simple mais lourde. « Avec qui tu vas exactement ?» Ce n'est pas un cri, ce n'est pas une accusation, c'est un souffle. Mais un souffle qui porte toute la fragilité du monde. Elle hésite, juste une seconde de trop, une seconde qui suffit à confirmer ce qu'il redoutait. C'est à cet instant précis que commence réellement la chute. Il existe dans chaque histoire d'amour un instant précis où tout se fige. Un instant où le cœur comprend avant même que les mots soient prononcés. Pour Philippe Candeloro, cet instant est arrivé sans fracas, sans cri, sans drame théâtral. Il est arrivé dans un simple silence. Un silence chargé de vérité, lourd comme une pierre tombale qui a suffi à briser 15 années de certitude. La scène aurait pu se dérouler n'importe où. Dans un restaurant, sur un parking, dans un hall d'hôtel. Mais non, elle s'est jouée dans leur propre maison, leur refuge, cet endroit qui aurait dû être le symbole de la sécurité. Ce soir-là, l'atmosphère est étrange, trop calme, trop tendue, comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle. Philippe observe sa femme mettre son manteau. Ses gestes sont hésitants, mécaniques, dépourvus de la fluidité habituelle. Elle évite son regard, elle parle vite, elle s'accroche à une histoire déjà répétée, déjà polie, déjà trop parfaite pour être crédible. Et c'est une réunion imprévue, tu sais comment c'est, ils ont avancé le rendez-vous, mais Philippe ne l'écoute plus vraiment. Il écoute ce que son instinct hurle. Et lorsque les mots sortent de sa bouche, ils sont simples, presque doux. Avec qui est-ce que tu vas? L'hésitation. Cette minuscule hésitation, elle ne dure peut-être qu'un dixième de seconde, mais il la voit, il la ressent dans sa chair, il sait que c'est fini. Alors, elle ajoute un prénom banal, un prénom qui ne devrait rien signifier. Mais ce prénom, justement, il l'a trop entendu ces derniers temps. L'homme inattendu, celui qu'il n'aurait jamais soupçonné. L'air se glace, le monde s'arrête, Philippe comprend, et elle sait qu'il comprend. On pourrait croire qu'un amoureux adultère est forcément un rival impressionnant, plus beau, plus jeune, plus brillant, plus charismatique, mais la réalité, cruelle et absurde, est tout autre. L'homme que son épouse voit en secret n'a rien du stéréotype classique. Il ne vient pas du milieu sportif. Il n'est pas un artiste. Il n'est même pas une personnalité médiatique. Non, c'est un ami de la famille. Un homme que Philippe a accueilli chez lui, qu'il a aidé en période de difficulté, qu'il a invité à dîner, qu'il a soutenu dans des moments difficiles. Un homme sans histoire, discret, presque effacé. Le genre d'individu que l'on classe instinctivement dans la catégorie inoffensif. Et c'est précisément ce qui rend la trahison plus dévastatrice. L'image se dessine peu à peu dans l'esprit de Philippe. Les conversations où ce prénom revenait trop souvent, les sourires qu'il n'avait pas compris, la complicité qu'il pensait innocente. Cet homme, il le considérait comme un frère, peut-être même comme un protégé, quelqu'un qu'il voulait aider plutôt que surveiller. Comment aurait-il pu se méfier ? La douleur arrive comme un coup de poing, brutale, incompréhensible, totalement injuste. On dit souvent que la trahison brûle. C'est faux. Elle glace, elle anesthésie, elle laisse le corps immobile, incapable de réagir. Philippe, pourtant habitué à encaisser les chutes les plus violentes sur la glace, se retrouve incapable de respirer. Ses mains tremblent,
Sa gorge se serre. Il sent une douleur étrange dans la poitrine. Une douleur qu'il n'avait jamais connue, même dans les moments les plus intenses de sa carrière. Il tente de parler, mais aucun mot ne sort. Son cerveau se débat, tente de rationaliser, mais rien ne tient debout. Quelque chose en lui se fissure, pas une fissure bruyante, une fissure silencieuse, celle qui annonce les effondrements les plus terrifiants. Elle, de son côté, baisse les yeux. Elle ne nie pas. Elle ne joue pas la comédie. Elle ne s'invente pas d'excuses miraculeuses. Son silence est une confession. Et Philippe sait qu'il vient d'assister à un point de non-retour. Il s'assoit, pas l'un en face de l'autre comme deux adversaires, non, côte à côte, comme deux étrangers qui doivent te parler pour la première fois. L'atmosphère est lourde, presque suffocante, les phrases se tombent comme des pierres. « Je ne voulais pas te blesser. Ça n'a pas commencé comme ça. Je me suis senti seul. » Rien que des phrases génériques. Des phrases que l'on entend dans toutes les histoires de rupture, mais prononcées ici, dans cette maison, dirigée vers lui, elles prennent un poids démesuré. Philippe encaisse. Chaque mot est une défaite. Chaque explication est un coup supplémentaire. Il tente de comprendre, mais tout le dépasse. Ce qui le ronge le plus, ce n'est pas qu'elle ait rencontré un autre, c'est que ce soit lui, cet homme-là, celui auquel il avait donné sa confiance, celui qu'il n'aurait jamais imaginé dans ce rôle. Plus elle parle, plus la réalité devient atrocement claire. Il ne s'agit pas d'un accident. Il ne s'agit pas d'une erreur d'un soir. C'est une relation. Profonde, installée, cachée depuis des mois. Il y a un moment où la douleur devient trop forte pour rester silencieuse. Philippe finit par exploser. Ce n'est pas un cri violent, ce n'est pas une injure, c'est le cri d'un homme blessé, d'un homme trahi, d'un homme qui perd ses repères. Et pourquoi lui? Pourquoi pas me parler avant? Pourquoi me laisser dans l'ignorance? Sa voix tremble, pas de rage, de chagrin. Elle aussi pleure. Mais ses larmes n'apaisent de rien. Elles attisent la plaie. Elles renforcent l'injustice. Philippe n'arrive pas à comprendre comment deux personnes peuvent se perdre ainsi alors qu'elles ont tant vécu ensemble. Plus il parle, plus il réalise l'ampleur du gouffre qui les sépare désormais. L'amour, la confiance, les projets, les années, tout semble s'effondrer en quelques heures. L'émotion est telle qu'il doit s'asseoir pour ne pas vaciller. Quand elle quitte finalement la pièce, Philippe reste seul. Seul avec sa douleur, seul avec ses questions, seul avec ses souvenirs qui soudain se transforment en poignards. Il repense à tout, les dîners en famille, les vacances, les anniversaires, les moments intimes, les confidences. Tout lui revient comme un film dont on aurait changé la bande-son. Chaque scène qui lui paraissait belle prend maintenant des couleurs différentes, presque étranges. Il commence à analyser des détails qu'il n'avait jamais remarqués. Des attitudes, des non-dits, des soirées où elle semblait distraite, des messages qu'elle effaçait trop vite, des sorties qu'elle expliquait mal. Il comprend trop tard que la vérité était là depuis longtemps. Il avait simplement choisi de ne pas la voir. La nuit est interminable. Il ne dort pas, il ne mange pas, il ne bouge presque pas. Il reste assis, les yeux dans le vide, à essayer de comprendre comment sa vie a pu dérailler sans qu'il s'en aperçoive. Le matin, tout est pire. Le silence de la maison est insupportable. Les pas de sa femme dans le couloir le transpercent comme des aiguilles. Chaque geste, chaque regard, chaque respiration devient un rappel de la trahison. Ils se parlent à peine, pas par colère, par incapacité. Elle finit par admettre ce qu'il redoutait. « Oui, je suis tombée amoureuse de lui. » Ces mots sont les plus terribles qu'un cœur puisse entendre. Ce ne sont pas des mots de défense, pas des mots de regret, ce sont des mots définitifs. Philippe se lève. Il s'appuie sur la table comme si son corps refusait tout à coup de le porter. Il ne sait pas quoi dire. Comment réagir, comment exister dans cette nouvelle réalité? Il n'y a plus de doute, plus d'espoir, plus de stratégie. La vérité est totale, implacable. Philippe passe le reste de la journée dans un état second. Il répond à quelques messages professionnels automatiquement, sans penser à ce qu'il écrit. Il regarde par la fenêtre sans voir le paysage, il marche dans la maison comme un fantôme. Il ne pleure pas, pas encore. La douleur est trop profonde, trop brute, trop lourde pour prendre la forme de larmes. Ce n'est pas un chagrin sentimental ordinaire, c'est un choc existentiel, une remise en question totale, un séisme intérieur. Il se regarde dans le miroir et ne reconnaît pas son propre visage. Il n'est plus Philippe Candeloro le champion. Il n'est plus l'homme solide, confiant, souriant, rempli d'énergie. Il est un homme blessé, désarçonné, perdu. Plus rien n'a de sens. Philippe n'ose pas immédiatement parler à ses proches. Comment admettre l'impensable? Comment raconter que l'homme qu'il considérait comme un ami est devenu le voleur de son bonheur? Comment expliquer qu'il n'a rien vu venir? Pour la première fois depuis longtemps, il se sent vulnérable. Trop vulnérable pour laisser quelqu'un entrer dans sa douleur, mais il doit pourtant le faire, il a besoin d'aide, il le sait. Alors, il appelle un ami. Une personne de confiance, discrète, loyale, sa voix tremble au téléphone, les mots sortent difficilement. « J'ai besoin de te parler », c'est grave. Et lorsqu'il raconte enfin toute l'histoire, le silence au bout du fil est aussi lourd que celui qui, la veille, avait tout déclenché. À la fin de la journée, Philippe doit affronter la question que tous les cœurs brisés se posent, que faire maintenant? Partir? Rester?
Tenter de sauver l'impossible? Recommencer à zéro? Rien ne lui semble logique, rien ne semble faisable. Il est dans un tunnel sans lumière et chaque issue semble plus douloureuse que la précédente. Il ne sait pas encore quel choix il fera. Il ne sait pas encore jusqu'où cette histoire va le mener. Il ne sait pas encore que le pire est encore à venir. Mais une chose est certaine, le Philippe d'avant n'existe plus. Car une trahison, ce n'est pas seulement un choc, c'est une onde sismique qui continue de frapper, encore et encore, longtemps après que les mots ont été prononcés. Les nuits deviennent des labyrinthes, les journées des épreuves, et chaque minute semble chargée d'un poids invisible. Philippe doit apprendre à respirer à nouveau, à marcher à nouveau, à exister dans un monde qui vient de perdre sa cohérence. C'est ici que commence la reconstruction, ou du moins, la tentative de reconstruction. Le matin qui suit la révélation est un moment presque irréel. Philippe se lève dans une maison qui semble inchangée, mais qui ne l'est plus. Les murs sont les mêmes, les meubles sont les mêmes, la lumière est la même. Pourtant, tout a un goût amer, comme si l'air lui-même retenait les détails d'une tragédie qu'il préfère oublier. Il croise sa femme dans le couloir. Le silence entre eux est insupportable. Ce n'est pas un silence neutre, c'est un silence rempli d'aveux, de regrets, de questions sans réponse. Philippe sait qu'il ne peut pas rester ainsi, mais il ne sait pas non plus quoi dire, ni quoi demander. La routine habituelle, le petit déjeuner, les discussions, l'organisation de la journée se transforment en scène mécanique dépourvue d'âme. Le moindre bruit, le moindre regard, la moindre présence dans la pièce lui rappelle la trahison. La maison, autrefois refuge, devient un territoire hostile. C'est là qu'il sent la fracture profonde. Ils ne vivent plus ensemble, ils coexistent. Mais il faut parler. Philippe le sait. Il ne peut pas simplement ignorer l'éléphant gigantesque dans la pièce. Le soir même, il propose une conversation, sans violence, sans accusation brutale, mais avec la volonté de comprendre. Et dis-moi la vérité, depuis quand? Plusieurs mois? Ce sont 2 mots courts, mais ils dévastent comme une tempête. Plusieurs mois, cela signifie que son quotidien, sa confiance, son amour, tout ce qu'il croyait solide, était déjà fissuré avant même qu'il en soupçonne l'existence. Elle tente d'expliquer, de justifier, de contextualiser, de dire qu'elle ne voulait pas le blesser, qu'elle ne voulait pas détruire leur famille, qu'elle ne s'attendait pas à tomber dans cette situation. Mais pour Philippe, aucun mot ne semble suffisant. Aucun ne peut réparer ce que son cœur ressent. Ce qu'il entend derrière ces paroles, c'est ceci. « Je t'ai menti longtemps, et je suis tombée amoureuse d'un autre. » Rien ne peut atténuer cette vérité. Après plusieurs minutes de discussion, Philippe comprend une chose. Ils ne sont plus dans la même réalité. Elle regarde vers le passé avec regret, lui regarde vers l'avenir avec incertitude. Ils ne se comprennent plus, ils ne se reconnaissent même plus. Les jours suivants, Philippe passe par un état surprenant, la colère. Pas une colère explosive, mais une colère lente, sourde, presque brûlante. Une colère qui naît de l'injustice, de l'humiliation involontaire, de la trahison d'un ami plus encore que celle d'une épouse. Il se demande: comment cet homme a-t-il osé? Comment n'a-t-il pas vu la confiance qu'on lui accordait? Comment a-t-il accepté de détruire un foyer qu'il avait accueilli? Il repense à chaque dîner partagé, à chaque conversation amicale, à chaque éclat de rire qu'ils avaient eu ensemble. Il comprend alors à quel point la trahison est totale. Ce n'est pas un adultère, c'est une double trahison. Et ce constat, paradoxalement, l'aide à voir plus clair. La situation n'est pas un accident. C'est une faille profonde dans leur vie conjugale, un problème qui était là depuis longtemps, bien avant l'arrivée de cet homme. Cette colère, même si elle est douloureuse, lui donne une force nouvelle, la force de se protéger. À un moment donné, l'évidence apparaît, Philippe doit s'éloigner, pas pour toujours, pas pour fuir, mais pour respirer, réfléchir, se recentrer. Il fait une valise légère, quelques vêtements, un carnet, son téléphone, et il part dormir chez un ami. Pas pour se plaindre, pas pour attirer la pitié, mais pour se reconstruire intérieurement, ne serait-ce que quelques jours. Ce changement d'environnement lui offre quelque chose de précieux, du recul. Il réalise alors à quel point il s'était perdu dans la routine, dans le silence, dans le déni. Dans ce nouvel espace, il peut enfin réfléchir à tête reposée. Et il comprend une chose essentielle. Il n'est pas responsable des choix de son épouse. Il n'est pas responsable des mensonges. Il n'est pas responsable de l'infidélité. Cette prise de conscience n'efface pas la douleur, mais elle lui redonne une certaine confiance. Philippe, enfin analyste de sa propre vie, commence à revisiter son mariage non pas comme une victime, mais comme un observateur. Il se demande, quand la distance s'est installée, comment les malentendus se sont accumulés, pourquoi ils ont cessé de se comprendre. Il se rend compte que leurs chemins ont divergé depuis longtemps. Son esprit était tourné vers le sport, la télévision, les projets professionnels, le sien vers une quête de présence, d'écoute, d'attention. 2 univers qui se sont lentement éloignés sans qu'ils s'en rendent compte. Ce n'est pas un jugement, c'est un constat. Et un constat douloureux. Mais cette lucidité est un pas vers la guérison. Une rencontre était inévitable. Philippe ne l'a pas provoquée, mais il savait qu'elle arriverait. Un jour, par hasard, ou peut-être par destin, il croise cet homme, celui qui avait volé sa confiance.
La tension est palpable, écrasante. L'autre homme baisse les yeux. Il sait qu'il ne peut rien justifier, rien excuser. Philippe ne crie pas, ne frappe pas, ne menace pas. Il dit simplement « Je t'ai considéré comme un ami, et tu as détruit ma famille ». Une phrase simple mais qui porte tout le poids du monde. L'autre homme ne répond presque rien. Quelques excuses maladroites, des phrases sans force, sans conviction. Philippe comprend que cet homme n'a pas le courage d'assumer les conséquences. Et, paradoxalement, cette faiblesse le libère. Il réalise « Ce n'est pas un rival, ce n'est pas un adversaire, ce n'est même pas un homme solide. C'est juste quelqu'un qui n'a pas su dire non. » Et cette révélation apaise un peu son cœur. Après plusieurs semaines d'introspection, Philippe doit décider. Rester avec sa femme, tenter de reconstruire, pardonner ou accepter la séparation. Il réfléchit longuement, analyse chaque souvenir, chaque douleur, chaque espoir. Son cœur et sa raison s'affrontent dans une bataille silencieuse. Mais une vérité s'impose enfin. Il mérite d'être aimé sans mensonge. Il mérite la fidélité. Il mérite la paix. Ce n'est pas de l'orgueil, mais de la dignité. Et c'est ainsi qu'il pose la question définitive à son épouse. « Est-ce que tu m'aimes encore comme avant ?» Il n'a pas besoin d'entendre la réponse. Son regard suffit. Il comprend. Contrairement aux tragédies classiques, l'histoire de Philippe ne s'achève pas dans la noirceur. Certes, il a vécu un drame intime, une blessure profonde, une humiliation injuste, mais il en ressort avec une force nouvelle. Il se concentre sur son travail. Il se rapproche de ses enfants. Il reprend le contrôle de sa vie. Il se reconstruit, lentement mais sûrement. Le chagrin ne disparaît pas d'un coup, mais il s'adoucit. Il cesse d'être un poids pour devenir une leçon. Une cicatrice qui, avec le temps, deviendra une preuve de résilience. Philippe comprend qu'une trahison ne définit pas une vie, qu'un amour qui s'effondre ouvre parfois la porte à une nouvelle liberté, qu'une chute peut devenir un tremplin vers une version plus forte de soi-même. Et c'est ainsi que commence vraiment sa renaissance. L'histoire de Philippe Candeloro n'est pas seulement celle d'une trahison. C'est l'histoire d'un homme confronté à l'épreuve la plus intime, la plus silencieuse, la plus bouleversante que puisse traverser un cœur. Ce n'est pas sur la glace qu'il a failli perdre l'équilibre, mais dans sa propre maison, face à la vérité la plus cruelle, celle que l'on ne voit pas venir. Et pourtant, c'est aussi l'histoire d'une reconstruction. Une histoire où un champion apprend à redevenir un homme, où la dignité surpasse la douleur, où la clarté remplace le chaos. Aujourd'hui, Philippe avance, marqué mais debout, blessé mais lucide, meurtri mais plus fort que jamais. Les cicatrices ne disparaissent pas, mais elles deviennent une boussole, un rappel que même les plus grandes chutes peuvent devenir des renaissances. Dans le silence de ces nouveaux matins, une certitude demeure. On ne choisit pas toujours ce qui nous brise, mais on choisit toujours comment on se relève. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'au bout, d'avoir partagé les émotions, les inquiétudes et les réflexions qu'elle inspire. Votre présence, votre attention et votre fidélité sont la force qui nous permet de continuer à raconter ces récits intimes, humains, chargés de vérité. Si vous souhaitez continuer à recevoir des histoires fortes, des analyses exclusives et des enquêtes profondément humaines, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Abonnez-vous dès maintenant, activez la cloche et rejoignez notre communauté grandissante de lecteurs passionnés. Chaque clic, chaque partage, chaque commentaire nous aide à continuer. Merci pour votre soutien précieux. À très bientôt pour une nouvelle histoire.